Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. C'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo et aujourd'hui j'espère pouvoir trouver quand même un petit peu le temps pour parler de tout ce qui m'anime et notamment du Reiki bien sûr, des mondes invisibles, de ce que nous faisons ici sur la Terre. Et aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous dire que j'ai été invitée par Aura Podcast pour répondre à des questions, à un entretien sur le Reiki, les mondes invisibles, mon expérience avec les mondes invisibles, ce que nous faisons sur la Terre, enfin tout ça. Et je vous mets là le podcast pour que vous puissiez l'écouter. Et puis, je vous mettrai également le lien vers Aura Podcast et je vous ferai très bientôt une autre vidéo pour répondre à une question que l'on m'a posée. C'est que doit-on faire lorsque la vie que nous menons, les expériences, notre quotidien, notre réalité ne nous convient pas? Je reviens très vite vers vous pour vous parler de tout ça et je vous donne rendez-vous bientôt et notamment écoutez mon podcast et dites-moi ce que vous en pensez. À bientôt, au revoir. Bonjour et bienvenue sur Aura Podcast, un podcast dédié à la spiritualité et au monde du paranormal. Je suis Marie-Lou et je suis Orlane. Et ensemble, nous vous proposons de découvrir des âmes lumineuses et passionnantes qui nous partageront leurs aventures et leurs expériences avec le monde de l'invisible. Pour que le voile de l'ombre se lève et que la lumière s'ouvre en chacun de nous. Bonne écoute. Bonjour Francisca. Bonjour Orlane. Bonjour Marie-Lou. Bonjour et bienvenue sur Aura Podcast. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour un nouvel épisode, donc avec Francisca Galindo. C'est cela même. Donc on est ravis de t'avoir sur notre petit plateau. Donc on va te laisser te présenter dans un premier temps, s'il te plaît, et nous expliquer un petit peu ta vie et ta vie professionnelle. Je suis Francisca Galindo, comme vous l'avez dit. Je suis maître Reiki, c'est-à-dire que je forme des personnes à cet art. Le Reiki est un art de vivre dont l'origine est japonaise. Je forme des personnes et je donne également des soins énergétiques. C'est un art énergétique. Avant de pratiquer le Reiki, je faisais de la comptabilité. Voilà, toute ma vie, j'ai fait de la comptabilité. Ce qui m'a mené au Reiki, c'est un problème de santé. Je faisais de l'asthme depuis longtemps et puis lorsque en 2003 mon père est décédé, mon asthme s'est aggravé et à part les médicaments habituels que vous connaissez tous, je n'avais pas d'autre solution sous la main et ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'à un moment donné, la ventoline n'a plus fait effet, c'est-à-dire que ça ne m'a pas coupé ma crise d'asthme et je remercie le médecin, mon médecin généraliste qui m'a sauvé la vie avec une piqûre, mais cela m'a un petit peu, ramené dans une sorte de compréhension, de prise de conscience que ce n'était pas normal que je fasse de l'asthme, comme si je m'étais coupée de la nature. Si j'étais en présence d'un animal ou pendant la pollinisation dans la forêt, eh bien immédiatement mon corps réagissait comme si j'étais face à un danger imminent et le remède était pire que le mal parce que ça aurait pu me tuer. Cette prise de conscience m'a amené à chercher une méthode naturelle pour guérir de l'asthme parce que la médecine, mon médecin m'avait dit que l'asthme ne guérissait pas. Tout ce qu'on pouvait faire, c'est stopper les crises et soulager ou prévenir. Mais moi, je n'étais pas d'accord avec ça. Je n'étais pas d'accord avec le fait que je ne pouvais pas guérir mon asthme parce que je me disais que nous, les humains, nous naissons avec un corps parfait et que notre corps peut très bien guérir. À un moment donné, je suis très sensible aux sciences et notamment à la physique et à la physique quantique qui dit que tout est information. Et je m'étais dit, si je fais de l'asthme en présence d'un animal ou dans la forêt ou quoi que ce soit, c'est parce que il y a en moi une fausse information que je dois modifier. J'ai cherché donc sur Google, pour ne pas faire de publicité, mais bon, tout le monde cherche sur Google, méthode naturelle pour guérir l'asthme.
Alors j'étais très pragmatique à l'époque, puisque je vous rappelle que j'étais comptable. Je suis tombée sur des pratiques qui m'ont paru, je vous cache pas, très farfelues. J'étais très loin du monde spirituel et surnaturel. Quand je voyais certaines pratiques ou certains conseils, je me disais oh là là. Mais c'est-à-dire qu'avant cette crise d'asthme, enfin ces crises d'asthme répétitives et handicapantes au final, tu t'étais jamais posé la question sur la spiritualité ou sur se soigner naturellement, etc. Jamais. J'ai toujours fait confiance à la science et je me suis jamais posé ce genre de questions. Je vais pas vous mentir, c'est en marchant dans la forêt, en faisant une randonnée que je me suis dit il n'est pas normal que je sois coupé de la nature. Puisque nous, les humains, nous avons un corps d'animal. Donc, il n'y a pas de raison. Et c'est en me disant que c'était une fausse information que je me suis dit, il faut que je trouve le moyen de modifier l'information. Or, je n'avais aucune possibilité de modifier l'information. J'avais déjà essayé. J'étais allée voir un psychanalyste et j'avais fait une psychanalyse parce que je m'étais dit, l'information, la fausse information est cachée dans mon inconscient, je vais la révéler. Oui, sauf que ça n'a pas marché. Et donc, à un moment donné, je suis tombée en faisant des recherches en 2003, et puis je suis tombée sur un site internet d'un maître allemand qui s'appelle Jurem Vans, il est décédé, et je l'honore énormément et je le remercie là où il est, qui m'a mis le pied à l'étrier dans le Reiki. Ce maître Jurem Vans, quand je l'ai contacté pour lui poser des questions, il m'a invité à une rencontre. C'est une rencontre qu'il faisait avec ses stagiaires, avec ses élèves. Et lorsqu'il m'a demandé pourquoi je m'intéressais au Reiki, je lui ai parlé de mon problème de santé. Et sa question, elle m'a vraiment secouée quand il m'a dit « Qu'est-ce que tu as fait pour ton asthme ?» Alors moi, je lui ai parlé des médicaments et de la psychanalyse. Et il m'a dit « C'est pas ça que je t'ai demandé. Ce que je t'ai demandé, c'est qu'est-ce que tu as fait pour ton asthme ?» Ah, et là, je lui ai répondu, j'en sais rien. Et il m'a dit, comme il était allemand et qu'il connaissait bien Freud, il m'a dit, si avec une psychanalyse, tu n'as pas eu la réponse de la cause, ça veut dire que c'est caché dans ton inconscient très profond à un moment où bébé, tu n'avais pas accès ni à la parole ni aux images. Donc il a dû se passer quelque chose qui est resté ancré en toi. Alors tu peux effectivement avec le Reiki aller à cet endroit-là. Il te faudra simplement passer les 3 premiers degrés parce qu'il faut le 3e pour y accéder. Et donc du coup, est-ce que tu as la réponse aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai la réponse. Et il se trouve qu'avec le Reiki, lorsque vous cherchez à guérir un problème ancien et caché dans l'inconscient, la guérison peut arriver sans que vous connaissiez la cause. Parce que le Reiki est une énergie intelligente. Si connaître la cause peut être beaucoup plus douloureuse que de ne pas la connaître, peut déclencher chez vous une souffrance abominable, vous ne la connaîtrez pas. En revanche, si connaître la cause peut être amusant, par exemple, parce que vous avez une maladie grave comme l'asthme, alors que des fois la cause, c'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs, elle était plutôt amusante. Eh bien, dans ce cas-là, vous allez le savoir, ça va vous permettre de rire et d'en guérir. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le Reiki de façon simple ? Bien sûr. Le Reiki, ce n'est ni une pratique, ni une technique. Le fondateur, c'est Mikao Usui. C'est un japonais qui est né en 1865 et décédé en 1926 et qui pratiquait déjà le magnétisme dans son pays. Et il était bouddhiste, il pratiquait le bouddhisme et ce qu'il voulait, c'était arrêter le cycle des incarnations successives. Comme tous les bouddhistes, son objectif était d'atteindre l'éveil. Et chaque fois qu'il tombait dans les travers des émotions comme la colère, la préoccupation, ce genre de choses, ça lui mettait un coup de bambou sur la tête, si on peut dire, dans le sens où il se disait, ça y est, j'ai encore raté la cible, quoi. Et donc, il est allé faire une pratique, pour la 3e fois de sa vie, une pratique ésotérique sur le mont Kurama, où il y a un temple qui durait 21 jours, cette pratique, très hard, très dure. Ça durait 21 jours. Cette 3e fois, comme il avait de nouveau raté la cible, il s'était dit, cette fois-ci, alors je tiens cette information d'une de mes stagiaires qui est japonaise, et qui avait un livre japonais non traduit ni en anglais ni en français. Je préfère dire les sources. Dans ce livre était écrit qu'il s'était dit, je suis prêt à mourir. Tant pis, je ne vais déroger à rien. Et je pense que, nous en avons parlé toutes les deux, je pense que c'est parce que les 2 premières fois où il a fait cette pratique, là, sur le mont Kurama, évidemment, au bout de 21 jours de jeûne, de méditation et tout, de temps en temps, il devait se dire, allez, je vais manger un petit bout, c'est pas bien grave. Et en fait, là, cette fois-ci, la 3e fois, il a dit, tant pis. Cette fois-ci, je sais pas si je dois mourir, et donc, je vais le faire de façon sérieuse. Et le 21e jour,
à la fin où il devait repartir chez lui, revoir sa femme, ses enfants et reprendre son métier, il a vécu une expérience surnaturelle. Il a été frappé par une sorte de foudre qui l'a assommé. Il s'est retrouvé inconscient par terre et quand il s'est réveillé, sur le moment, il n'a rien senti de particulier, mais c'est quand il a recommencé à travailler qu'il a senti que l'énergie qui passait par ses mains était différente. Et cette énergie, lui, il l'a associée à la source créative de notre monde. Et cette source créative, c'est une énergie intelligente qui va chercher toujours le plus grand bien de la personne qui va recevoir cette énergie. Donc c'est un art de vivre dans le sens où quand on se forme à cela, on nous enseigne différentes pratiques, des méditations, des idéaux, un mantra à répéter qui va modifier l'information dans nos mémoires cellulaires pour nous guérir nous. Et en même temps, nous pouvons canaliser cette énergie pour donner des soins aux autres et les aider. Alors évidemment, les autres vont bénéficier d'un soin, mais on ne va pas leur demander de modifier leur vie. Mais un praticien doit modifier sa vie. Donc c'est un art de vivre. Souvent on dit qu'il faut se guérir soi pour guérir les autres ensuite. C'est ça que tu veux dire par là? Dans le sens modifier sa vie pour guérir les autres? Tout à fait. Je pense qu'il est important de se guérir soi pour guérir les autres et surtout de guérir son psychisme, de guérir ses pensées, ses émotions. Parce que sinon, le risque, c'est que l'on va projeter sur les personnes qui viennent nous voir nos propres souffrances. Et dans ce cas-là, si on n'est pas neutre, on ne peut pas les aider. Et ça peut d'ailleurs être dangereux, comme tu le dis. On nous a dit que ça pouvait quand même être pollué parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ce canal et que parfois il y en a qui l'utilisent pas à bon escient. Donc toi, comment tu fais pour te couper de ça dans tes soins? Eh bien, en réalité, le problème qui se passe, et c'est pour ça, et je trouve que c'est normal qu'on mette les gens en garde contre le Reiki, c'est que beaucoup de personnes ne pratiquent pas le Reiki et disent pratiquer le Reiki. C'est ça le problème. Les gens mentent et ça on peut pas les empêcher. Moi j'ai formé quelqu'un jusqu'au 3e degré et elle se présente maintenant comme maître Reiki. Je peux pas porter plainte contre elle et elle se présente comme maître de Reiki. Elle se permet de donner des initiations à des gens alors qu'elle n'est pas maître Reiki et qu'elle ne connaît pas les protocoles d'initiation. Les gens mentent. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Quand on pratique le Reiki vraiment, qu'on a été initié par des maîtres, qu'on a fait les différents degrés de Reiki jusqu'au 4e et que nous avons fait nos pratiques quotidiennes et que nous avons la neutralité suffisante pour pouvoir aider quelqu'un d'autre, à ce moment-là, nous sommes un canal et l'énergie Reiki passe par nous. Mais nos émotions peuvent couper le passage de cette énergie et dans ce cas-là, ce qu'on va transmettre, c'est notre propre énergie. Or, est-ce que notre propre énergie est pure tout le temps? Je suis pas sûre que mon énergie soit pure. Or, le Reiki, l'énergie Reiki est pure. Donc moi, quand je reçois quelqu'un, donc ma sauce, c'est ça. Je me prépare à l'avance, je demande au Reiki de venir en moi pour soigner quelqu'un et je demande à mon ego de se retirer de cette séance et de ne m'influencer en rien, de façon à ce que ce ne soit pas moi qui agisse, mais le Reiki à travers moi. Donc le Reiki, c'est finalement, ça vient travailler sur les énergies qui parcourent tout notre corps. Parce que je sais qu'au Japon, enfin dans les mangas, tout ça, on parle souvent de chakras. Alors est-ce que c'est un lien avec le chakra? Est-ce que c'est la même énergie? Alors les chakras, ça veut dire roue en sanskrit, et ce sont les vortex énergétiques qui se trouvent un peu partout sur notre corps, et les 7 chakras principaux dont tout le monde parle sont situés le long de notre colonne vertébrale et permettent à l'énergie extérieure créative de notre univers d'entrer en nous pour alimenter en énergie notre corps. Mikao Usui ne connaissait pas les chakras. C'est un concept indien, chakra. Aujourd'hui, nous travaillons avec les chakras. Ça nous aide énormément. Je vais vous donner un exemple. Alors, il faut être au 3e degré de Reiki pour pratiquer comme ça. Parce qu'au 3e degré de Reiki, on demande la guidance de façon à être connecté au Reiki et à être guidé par le Reiki. Donc, quand on arrive à ce niveau-là, on peut avoir des soins beaucoup plus ciblés. Par exemple, vous venez avec une migraine, eh bien, je vais savoir, moi, parce que je l'ai appris, que la migraine est liée au foie, à l'énergie du foie, et que ça concerne le chakra du plexus solaire. Je vais poser mes mains sur le chakra du plexus solaire et sur le foie pour que l'énergie qui passe par le chakra et le foie arrive soit au niveau des yeux, qui sont liés aussi au foie, parce qu'il y a si vous avez une migraine ophtalmique, ou au niveau du cerveau. Après, comme je me laisse guider, je vais savoir à peu près où poser mes mains. Je poserai mes mains au niveau de la tête pour soulager aussi la douleur. Donc effectivement, les chakras aujourd'hui peuvent nous aider. Du coup, tu utilises quoi pour tes soins?
simplement tes mains ou tu as un pendule par exemple ou des baguettes? J'utilise mes mains. Je crois que personne ne détient la vérité absolue. Moi, je vais au plus simple. Nous avons un corps qui est un canal parfait. Si nous le maintenons en bon état de fonctionnement, si on peut dire, à ce moment-là, il va canaliser l'énergie Reiki de la façon la plus pure possible. Et mes mains suffisent. Puisqu'en réalité, nous n'avons pas un canal, mais nous sommes un canal. Si je suis un canal, à ce moment-là, tout mon corps, là où je suis, ma présence suffit. Le Reiki a besoin pour soigner d'avoir un canal. S'il trouve un canal, il va passer. Je peux vous donner un exemple. Je vais avec mon mari pour notre anniversaire de mariage à Paris visiter le Louvre. On y passe la journée et tout d'un coup, j'ai senti mon corps se mettre à vibrer tout seul. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il y a comme un appel. Le Reiki passait par moi. Je regarde autour de moi et je vois un petit garçon d'à peu près 8 ans à côté de moi. Et je me suis dit, c'est lui qui demandait. Je me suis dit, tiens, c'est curieux, il a besoin de Reiki, il doit pas se sentir très bien. Et effectivement, il m'a suivi un petit peu partout toute la journée. Et chaque fois qu'il était à côté de moi, il y avait une foule dans le Louvre. Et bien, dès qu'il était à côté de moi, je sentais mon corps se mettre à vibrer. Et il me suivait partout parce qu'il avait besoin de Reiki. J'ai su, évidemment, parce qu'à force de pratiquer cet art, j'ai accès au monde de l'invisible et aux informations qui sont dans le monde de l'invisible, dont j'ai su quel était le problème du petit garçon. Je préfère ne pas en parler. Et il avait un gros problème et il avait effectivement besoin de soins et le Reiki est venu pour l'aider. Donc il avait besoin de cette dose d'amour pour le faire vivre cette journée de plus. J'aime bien le fait, on en a parlé dans notre épisode toutes les deux avec Orlane quand on se présente, j'aime bien le fait que tu dises que tu mettes de côté ton ego et que c'est une énergie d'amour et que tu es un canal parce que pour certains, ils comprennent pas dans le sens où j'ai un don, etc. Pour moi, on a tous les capacités de faire un soin. Alors après, effectivement, il faut pas faire n'importe quoi, il faut le faire en conscience, il faut mettre les bonnes bases, etc. Et oui, ça se travaille. Mais j'aime bien le fait que tu dises qu'on est canal. Je le perçois vraiment comme ça, quoi. Oui, tout à fait. Je n'ai aucun don à la base. D'ailleurs, à la base, j'avais juste les dons d'écrire 2 + 2 = 4. Alors du coup, comment se déroule une de tes séances de Reiki ? Alors, une séance dure à peu près entre 3/4 d'heure et 1 heure sur la table de massage. Moi, je vais accorder 1h30 à 2 heures à la personne qui va venir, surtout la première fois, parce que j'ai besoin qu'elle dise pourquoi elle vient. Alors souvent, si je ne connais pas la personne, elle m'aura dit déjà au téléphone pourquoi elle a besoin d'une séance de Reiki. Mais quand elle vient dans mon cabinet, j'ai besoin qu'elle le dise, pas tellement pour moi, puisqu'elle me l'a déjà dit, mais parce que là, je suis dans un environnement particulier. Au téléphone, je ne suis pas au premier contact dans un environnement particulier. Et là, j'ai besoin qu'elle le dise pour le Reiki, pas pour moi. Parce que ce qu'il faut, c'est que elle et le Reiki, la personne qui vient me voir et le Reiki se mettent d'accord sur la guérison. Parce que il y a des gens qui viennent avec des problèmes, des maladies, mais qui n'ont inconsciemment, c'est pas conscient, inconsciemment pas vraiment envie de guérir. Pour différentes raisons. Donc c'est important qu'elle dise pourquoi elle vient et ce qu'elle attend du Reiki. Et une fois qu'elle a dit pourquoi elle vient, ce qu'elle attend du Reiki, à ce moment-là, je vais l'allonger et je vais poser mes mains aux différents endroits que j'ai appris. Donc, je vais lui faire un soin protocolaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que si je me trompe, que j'oublie une position ou quoi, il n'y a aucun problème parce que le protocole, c'est pour nous les humains. Le Reiki n'en a pas besoin. Quand on a échangé avant d'enregistrer le podcast, tu nous as raconté que tu faisais des soins en hôpital et ça nous a étonnés parce que du coup, c'est vrai que c'est pas facile d'avoir une place auprès des médecins, etc. et d'avoir cette reconnaissance-là. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus du coup sur ton travail en hôpital et vers qui tu orientes tes soins du coup? Alors, en réalité, je connais quelques médecins qui m'envoient des personnes. Qui s'est passé la première fois parce que une personne qui avait un cancer, une dame, était venue me voir et m'avait demandé si je pouvais aller lui donner du Reiki au centre Léon Bérard à Lyon pendant sa séance de chimiothérapie. Alors à cette époque-là, c'était parce que moi je pratique le Reiki, donc ça fait un peu plus de 20 ans maintenant. À cette époque-là, le Reiki n'était pas vraiment entré dans les hôpitaux à Lyon. Et moi j'avais dit à cette personne, une des choses qu'on apprend avec le Reiki, c'est à être honnête vis-à-vis de soi-même et avant d'être honnête vis-à-vis des autres. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache pourquoi on fait les choses. Est-ce que je vais faire ça parce que ça flatte mon ego ou est-ce que je vais faire ça parce que cette personne, elle m'a demandé mon aide? Et dans ce cas-là, comment je me présente avec les médecins? Donc moi j'avais dit à la personne, je suis tout à fait d'accord d'aller vous donner une séance de Reiki pendant votre chimiothérapie, mais j'exige que vous en parliez
au personnel médical, au corps médical, parce qu'il n'est pas question que si quelqu'un rentre dans la pièce, parce que moi je savais pas comment se déroulait une séance de chimiothérapie, très clairement, jamais j'avais vu ça, mais il n'était pas question que je retire mes mains comme si j'étais prise en faute. Pour moi, c'était pas possible, quoi. C'était mentir. Et si elle n'était pas capable d'avoir l'accord du corps médical, il n'était pas question que j'agisse au centre Léon Bérard. C'était le premier endroit où je suis allée donner un soin Reiki pendant la chimiothérapie. Donc elle a demandé au médecin, à l'oncologue, à l'infirmier, enfin je sais pas à qui. Elle m'a dit que c'était d'accord, j'y suis allée, je lui ai donné sa séance de Reiki pendant sa chimiothérapie. Ça a commencé comme ça. Et depuis, de temps en temps, les médecins, je sais pas, ils doivent me connaître. À l'hôpital HFME de Bron, qui est l'hôpital femme-mère-enfant, eh bien, un jour, j'ai vu arriver une dame avec sa fille de 14 ans qui avait des gros problèmes d'épilepsie parce qu'à l'âge de 12 ans, elle a été renversée par une voiture et elle est restée longtemps dans le coma. Et quand elle s'est réveillée du coma, ils l'ont soignée dans ce centre avec une neurologue. Il lui est resté des crises d'épilepsie. Ça a été une des séquelles. Et sa maman, qui voulait absolument aider sa fille, elle a parlé à la neurologue, elle lui a dit « Est-ce que je peux l'amener chez un ostéopathe pour aider, voir si on peut guérir ma fille de ces séances, de ces crises d'épilepsie ?» Et la neurologue lui a dit « Écoutez, c'est bien de lui donner quelque chose de plus en complément, parce que le Reiki est une technique énergétique complémentaire à la médecine. Moi, j'envoie les gens chez les médecins d'abord. Quand ils ont des troubles, que j'ai des petits doutes, je les envoie chez les médecins. Il n'est pas question que je prenne la place d'un médecin. Donc, elle avait dit à cette neurologue qu'elle voulait aider sa fille et qu'elle voulait lui donner des séances d'ostéopathie. Et la neurologue lui a dit, écoutez, je crois pas que manipuler la tête, ce soit bon. Vous pourriez essayer des séances énergétiques en complément. Et elle lui a donné mes coordonnées. Et moi, je ne connais pas la neurologue, je ne sais même pas comment elle a entendu parler de moi. Et donc, la jeune fille, 14 ans, elle est venue avec sa maman, et puis elle est venue régulièrement. Et ce qu'il y a de bien, c'est que c'est l'assurance de la voiture qui payait ses séances de Reiki, et l'assurance lui a payé ses séances de Reiki tout le temps qu'il a fallu. Oui, c'est marrant de voir que la médecine s'ouvre progressivement au monde de la spiritualité, mais aussi aux pratiques comme le Reiki. Complémentaire. Parce que je pense, sans vouloir me vanter, je pense que je suis sérieuse dans ma pratique. Je pense que je respecte les médecins et la médecine. J'ai des amis médecins. Il m'arrive aujourd'hui j'ai un ami psychiatre à Lyon que je connais depuis très très longtemps, avant qu'il soit psychiatre, je le connais. Et quand je sens que j'ai quelqu'un qui vient me voir et qui a un trouble psychique, une maladie psychique, je l'envoie consulter mon ami psychiatre. Est-ce que tu as vu une évolution au cours de ces années, justement, sur cette évolution au niveau de la médecine? Eh bien, non, parce que moi, depuis le début, j'ai pas de problème. J'ai formé plusieurs centaines de personnes et quelques maîtres. Et parmi les maîtres, il y en a une récemment que j'adore. Je la salue, Janine, bonjour, qui me dit très récemment, ouh là là, je vais modifier mes flyers parce que là, ils font une chasse aux sorcières. Mais non, faut arrêter. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Je n'ai jamais eu de problème et je n'en aurai jamais. Pourquoi ? Parce que c'est mon positionnement qui donne ma crédibilité. Donc il faut être sérieux, et dès qu'un praticien est sérieux, dès qu'un praticien est respectueux de ses clients et des médecins, on peut pas prendre la place de la médecine. La médecine a sauvé la vie de milliers de gens. Et puis, je vous le disais, ma crise d'asthme, c'est un médecin qui m'a sauvé la vie. Est-ce qu'on fait appel à toi lors de grosses pathologies ou même dans des soins palliatifs ? Effectivement, mes clients viennent avec des grosses pathologies, des cancers en phase terminale, des gens qui doivent mourir dans 3 mois, enfin ce genre de choses. Et ils ne meurent pas dans 3 mois, je peux vous le dire. Parce que du coup, tu fais des soins énergétiques sur les animaux ? Absolument. Tout ce qui est vivant. En fait, le Reiki est une énergie de vie et qui s'adapte à tout ce qui est vivant. Donc oui, les animaux font appel à moi et on donne des soins à distance aux animaux. Est-ce que les animaux et les plantes sont plus réceptifs au niveau des énergies que les humains ? Oui. Un soin avec un animal est très 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 rapide, alors que pour un humain. Oui, parce que les animaux n'ont pas de mental. Eux, ils vivent le moment présent. Ils n'ont pas de croyances limitantes ou non plus. D'autres choses qui vont venir polluer un soin. Et pareil avec les bébés, du coup. Est-ce que tu peux nous raconter un événement que tu as vécu qui t'a particulièrement marqué ? Eh bien oui. Moi, tout allait bien. Donc, premier degré de Reiki, mon maître me forme tout ça. Il me donne des pratiques, il me donne l'autotraitement, il me dit tout ce que je dois faire. Et puis, je me dis, qu'est-ce qui se fait au 2e degré ? Bon, il m'avait déjà dit au début que si je voulais soigner mon asthme, il fallait que j'aille jusqu'au 3e. Donc, au 2e degré, il m'avait quand même prévenu ce que je risquais de ressentir en émotion. Et effectivement, ça s'est passé comme il m'avait prévenu. Bon, j'ai fait mes autotraitements, je me sens mieux quand même et je passe au 3e degré. En méditation. Alors, moi, je vais méditer dans ma pièce de soins, mais je n'éclaire pas, je reste dans le noir
m'asseoir et je fais mes méditations. Et tout d'un coup, je commence à voir des ombres, à entendre murmurer à mon oreille. Et là, sans que ça me fasse peur, ça m'a surpris. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il m'a fait? D'abord, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Il y a du monde ici, je comprends pas. Après, je me suis dit, qu'est-ce qu'il m'a fait? Après, je l'ai appelé et il m'a dit pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Alors je lui explique et il me dit oh là là, il faut qu'on se voit. Alors, il faut qu'on se voit parce que en dehors du Reiki, visiblement, tu as d'autres capacités que le Reiki vient de te révéler. Et donc ça, effectivement, il m'a expliqué que j'avais un lien direct que j'avais dû occulter quand j'étais enfant avec le monde de l'invisible. Et lors de tes soins, est-ce que tu as déjà vu quelque chose d'invisible pendant une de tes séances? Oui, moi je suis tout le temps étonnée quand il y a un truc que j'attends pas qui arrive. La première fois que j'ai été étonnée, c'est une jeune fille roumaine. Une amie de ma fille. Ma fille est allée travailler en Roumanie pendant 6 mois. Elle a rencontré des gens là-bas. Et puis cette jeune fille est venue en France. On l'avait hébergée et elle était très très mal, très très mal. Je lui propose une séance de Reiki. C'était un après-midi ensoleillé, le volet était ouvert, donc je voyais le soleil passer à travers la fenêtre tout. Et au moment où je pose mes mains sur elle, elle est très très maigre, hein, je vois une fumée noire sortir de sa bouche. Et là je me suis dit, ouh, c'est quoi? Et en fait elle avait été vampirisée. Quand je dis vampirisée, évidemment c'est pas Dracula qu'on nous montre à la télé, hein. C'est une énergie. Hein. Une énergie était rentrée en elle et lui pompait toute son énergie. C'est pour ça qu'elle était très faible et qu'elle avait beau manger, que ça elle grossissait pas. Et bien quand le Reiki a fait sortir cette énergie d'elle par la bouche, j'ai vu une fumée noire sortir et là, je suis restée surprise parce que je me suis dit, je vois bien ce que je vois. Ça, c'est le premier événement vraiment en soins qui est sorti. Après, il y en a eu un autre beaucoup plus spectaculaire et là, ça aurait pu être très gênant. C'était une jeune femme qui venait de Suisse. Une fois que j'ai posé les mains sur elle, alors elle me disait qu'elle avait l'impression d'avoir dans son corps 5 entités accrochées à elle. Et une fois qu'elle s'est allongée sur la table et que j'ai passé ma main pour faire le biosène, qui est une des techniques japonaises qui permet de scanner le corps énergétique pour avoir une information, j'ai senti qu'elle avait effectivement une entité, pas 5, une, mais la tête accrochée au niveau du cœur, dans son dos, au niveau du cœur, et des tentacules autour d'elle. C'est pour ça qu'elle avait l'impression d'en avoir 5. Mais en fait, il n'y en avait qu'une avec 5 tentacules. Ça, c'était une entité du bas astral. Toi, t'as jamais eu de soucis par rapport à ça? Par exemple, tu as fait un soin et ensuite tu as eu des entités accrochées sur toi dans ta maison ou Non, parce que je me prépare à l'avance. Je nettoie avant et après, bien sûr. Et cette entité du bas astral que j'ai réussi à décrocher de la jeune femme en question, elle est sortie de chez moi. Je l'ai virée. J'ai l'autorité nécessaire pour dire à une entité du bas astral, dehors. Peut-être que moi, j'ai un taux vibratoire suffisamment élevé pour ne pas être impacté négativement par une entité du bas astral. Mais il n'est pas dit que chez moi, puisque j'ai quand même de la famille. J'ai mes petites filles qui sont là presque tout le temps. J'ai mon chien qui est malade. J'ai mon mari qui pratique pas du tout le Reiki. Si moi, je ne suis pas impactée, ça pourrait impacter quelqu'un de ma famille. Donc, il est très important après de bien nettoyer la maison, la pièce où je fais le soin et virer tout ce qui est pas bon. Hein. Est-ce que tu as des conseils à donner aux gens qui nous écoutent, par exemple, pour nettoyer leur pièce ou alors eux-mêmes ou leur maison? Si on n'a rien à notre disposition, la sauge, c'est parfait. Si on n'a rien, si on n'a aucune pratique énergétique, si on n'a aucune technique, si on n'a aucune religion à notre secours, la sauge, c'est déjà bien. Ce qui peut polluer le lieu, ça ne sera pas suffisant. Si c'est un démon, si c'est un ange des ténèbres, si c'est un ami à Lucifer, ce ne sera pas suffisant. Comme ça monte le taux vibratoire de la pièce où on la passe, la sauge, ça peut virer les entités du bas astral qui sont dérangeantes quand même. Hein. Ça ne va pas faire partir une âme errante, par exemple, hein, la sauge. Hein. Si c'est quelqu'un qui est décédé et l'âme se balade dans la maison, la sauge la fera pas partir. Par exemple, s'il y a une âme qui a besoin de faire passer un message, elle va s'attacher. Mais si quelqu'un qui est pas sensible à tout ça le perçoit pas, elle va s'attacher à la personne et lui faire pas forcément. Ok. Elle peut se manifester comment, du coup? Elle peut juste être là parce qu'elle a envie d'être là. Une âme errante peut juste vivre là parce que c'était sa maison, par exemple, et qu'elle sait pas du tout où elle va aller. Lorsque quelqu'un décède, aujourd'hui, le problème que nous rencontrons, nous les humains, c'est que les gens croient de moins en moins à un au-delà de la vie, à la vie après la vie. Et comme ils croient de moins en moins à la vie après la vie, le problème, c'est que quand ils décèdent, ils savent pas où aller. Ils voient pas la main tendue par un esprit qui viendrait les chercher pour les guider et les aider. Et comme ils ne voient pas la main tendue, ils vont rester là où ils sont, dans la maison qu'ils connaissent. Alors c'est embêtant pour eux parce que les âmes errantes souffrent là où ils sont puisqu'ils ne peuvent pas être entendus par les vivants. Ils peuvent pas communiquer avec les vivants, ou avec quelques vivants seulement, mais pas avec ceux qu'eux aimeraient
avec lesquels ils aimeraient communiquer. Donc c'est embêtant pour les vivants qui sont là parce qu'ils sentent une présence, et c'est embêtant pour les âmes qui ne peuvent pas partir parce qu'elles savent pas où aller, par exemple. On n'en a pas encore parlé. Toi, tu travaillais dans la comptabilité. Mais comment ont réagi tes proches quand tu t'es mise à 100% dans le Reiki? Mes proches, ils ont bien réagi parce que d'abord, j'ai fait ça progressivement. Je n'ai pas arrêté mon métier tout de suite. J'ai travaillé dans une association au début. Donc j'étais bénévole dans l'association et c'est l'association qui se faisait payer. Donc mes proches ont vu progressivement mais les différences, ma façon de changer de façon différente. Ça n'a pas été brutal. Voilà, c'est pas tout d'un coup, je n'ai pas dit maintenant je vois des âmes. Alors j'étais très prudente dans ce que je disais, mais ça a été tellement bien accepté, mais parce que ils ont bénéficié de mes soins. Ma mère, elle avait à 86 ans, elle tombe, elle se brise la D11 et la D12 des vertèbres. Elle doit porter un corset jusqu'à la fin de sa vie. Elle ne veut pas, puis elle me dit dis donc, toi qui poses des mains là sur les gens, tu veux pas faire quelque chose parce que je veux pas porter ce corset toute ma vie. Eh bien, ça a cicatrisé, ça a consolidé ces deux vertèbres. Elle a pu au bout d'un an enlever le corset. J'ai donné des soins à ma famille et aujourd'hui, j'ai sur mes 2 frères et ma sœur, j'ai ma sœur qui est au 3e degré et qui a aussi les 2 niveaux de praticien Reiki Karuna et mon petit frère qui a les 3 degrés de Reiki Usui. Qu'est-ce que vous diriez du coup aux personnes qui ne croient pas du tout au monde de l'invisible? Eh bien, à vrai dire, mon premier réflexe, c'est rien, parce que je sais qu'on ne peut pas convaincre quelqu'un de sceptique et de toute façon, je n'ai pas de preuves à apporter. Le problème, c'est ça, c'est qu'on a nos expériences, notre vécu, le résultat, mais on n'a pas de preuves. Mais le résultat, pour moi, suffit. Et puis, surtout, comme m'a dit un ami qui est maître Reiki, qui est docteur en physique, qui travaille à l'INSA, et mon ami me dit, mais en fait, est-ce que les gens voient les virus? Non. Est-ce que les gens voient l'électricité? Non. Est-ce qu'on peut remettre en cause leur existence? Non. Merci beaucoup, j'ai absolument rien à ajouter à cela. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que on ne peut pas palper le monde de l'invisible, mais on peut le ressentir et voir les résultats, comme tu dis. Donc, merci à toi pour cette interview. Et puis, merci de t'être déplacée jusqu'à nous. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir. Merci Marie-Lou et Orlane de m'avoir invitée parce que moi, je vais être franche avec vous. J'adore parler du Reiki. Merci beaucoup, Francisca. Merci.